Bonjour à tous et bienvenue dans Derrière le point .fr. Bienvenue dans les coulisses de l'internet Made in France avec la FNIC. Dans ce deuxième épisode, nous allons pouvoir nous faire une idée concrète des différents cas de litige traités par la FNIC. Cybersquatting, phishing, usurpation d'identité. Nous verrons que les grands groupes ne sont pas épargnés, mais déjà un nom que vous devez connaître, Cyrelli. Pour dénouer un litige, la FNIC a son propre système de résolution. Il se nomme donc Cyrelli, Si comme système, Ré comme résolution et Li comme litige. Floriane Duel, vous êtes juriste et experte dans les procédures extrajudiciaires des noms de domaine à la FNIC. Bonjour Floriane. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous informer sur cette procédure Cyrelli et nous dire à qui elle s'adresse ? Bien sûr. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler que la FNIC gère deux procédures alternatives de résolution des litiges. Donc Cyrelli, vous venez de la citer, et la procédure par l'expert qui est gérée, elle, en collaboration avec l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle située à Genève. Cyrelli, elle est gérée de A à Z par la FNIC. Alors Cyrelli existe depuis maintenant plus de 10 ans et nous avons rendu à ce jour un petit peu plus de 2000 décisions. Ce qu'on peut rajouter également, c'est que cette procédure Cyrelli, elle est 100% dématérialisée. C'est-à-dire que les dossiers sont déposés en ligne sur notre plateforme qui est accessible à l'adresse cyrelli.fr. Elle a encadré cette procédure, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Elle est strictement encadrée, d'une part par le CPCE, le Code des postes et des communications électroniques, et d'autre part par son règlement. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette procédure et de ces textes ? Alors en synthèse, ce qu'il faut retenir de ces deux textes, c'est que cette procédure, elle est ouverte à toute personne qui dispose d'un intérêt à agir. Je reviendrai après sur cette notion. D'accord. Et donc cette personne qui a un intérêt à agir peut demander à la FNIC la suppression ou la transmission à son profit d'un nom de domaine qui entre dans l'un des cas visés à l'article L45.2 du CPCE. Toute personne dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'elle va pouvoir justifier d'un lien avec le nom de domaine litigieux. Par exemple, le requérant va avoir un intérêt à agir s'il démontre disposer d'une marque, par exemple, identique ou similaire au nom de domaine litigieux. Donc, les marques, vous connaissez, ça peut être des marques Total, SNCF, Ray-Ban, etc. Ouais. On connaît. Mais il n'y a pas que les marques. Il y a aussi, par exemple, sur le terrain du signe distinctif, si le requérant dispose d'une enseigne, d'une dénomination sociale, un nom de domaine aussi, similaire ou identique au nom de domaine litigieux. Mais on peut également avoir des patronymes, par exemple, un prénom et un nom qui est repris dans la composition du nom de domaine. D'accord. Je reprends mon prénom et mon nom, florianeduel.fr, par exemple. Très bien. Une dernière précision sur les cas concrets peut-être qui permettent à une personne de soumettre une demande Cyrelli. Oui, alors là, c'est très important puisqu'en fait, je l'ai rappelé en tout début, la procédure Cyrelli, elle est strictement encadrée. Et donc, c'est ce cadre légal qui vient imposer les fondements possibles pour déposer une plainte Cyrelli. Donc, finalement, le premier cas possible, c'est lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi. C'est très, très vaste. Ouais. D'ailleurs, on a très peu de dossiers sur ce fondement. D'accord. Le deuxième cas ? Le deuxième cas concerne les noms de domaine qui sont susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité. C'est-à-dire ? Alors ici, on va retrouver les cas qui portent sur donc finalement les litiges concernant les marques, les patronymes, D'accord. etc. Ok. Et le dernier cas ? Le dernier cas concerne les noms de domaine qui sont identiques ou apparentés au nom de la République française, d'une collectivité, d'un groupement, des collectivités territoriales, etc., etc. Je vous renvoie au premier épisode qui explique ces procédures, comment elles fonctionnent. Et puis, si vous considérez qu'un nom de domaine en .fr entre dans un ou plusieurs de ces critères, vous pouvez donc faire une demande de résolution de litige auprès de la FNIC. Allez, je vous propose maintenant de parler de cas concrets de litige. Le muscadet, ça vous parle ? Ce vin blanc sec aux arômes floraux et fruités qui accompagne vos apéros et vos plateaux de fruits de mer. Et oui, eh bien ce breuvage d'appellation d'origine contrôlée a vu son nom de domaine emprunté par un individu sans que celui-ci soit lié à une quelconque activité viticole. Muscadet a été donc cybersquatté, c'était le 23 juin 2017 et la Fédération des vins de Nantes a déposé donc une demande de transmission à son profit du nom de domaine muscadet.fr. Floriane Duel, vous étiez sur ce cas, vous avez travaillé avec la FNIC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce cas ? Quelle a été la nature de la plainte déposée par la Fédération des vins de Nantes ? Alors, dans cette affaire, le requérant était la Fédération des vins de Nantes, qui a apporté la preuve de son intérêt à agir, puisque finalement, elle était l'organisation qui disposait des droits de défendre l'AOC Muscadet. Donc, pour revenir sur la notion d'intérêt à agir, elle a démontré avoir un intérêt à agir. D'accord. Donc, cette fédération estimait que l'enregistrement du nom de domaine muscadet.fr était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi. Donc, vous vous rappelez l'un des cas qui permet de déposer une demande Cyrelli.
Et plus particulièrement, la Fédération a évoqué un des articles du Code de la consommation. Et qu'est-ce qui dit cet article? Que le nom qui constitue l'appellation d'origine, autrement dit muscadet dans notre cas, ne peut être employé pour aucun produit similaire ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. Et donc toute l'argumentation de la Fédération était de dire que le nom de domaine muscadet.fr et l'usage qui en était fait par son titulaire détournait et affaiblissait la notoriété de l'appellation. Et donc, dans cette affaire, la Fédération des vins de Nantes a défendu différents arguments pour prouver sa bonne foi et le fait qu'il y avait un vrai litige, un vrai problème par rapport à ce nom de domaine. Ah, tout à fait. Alors, pour rappeler les arguments mis en avant par la Fédération, on avait tout d'abord le fait que le nom de domaine reproduisait à l'identique l'AOC Muscadet. Muscadet.fr, tout à fait identique à l'appellation. Le deuxième argument était de dire que le titulaire de ce nom de domaine, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, n'a aucun lien avec le milieu viticole. Ouais. Et enfin, le requérant a fourni à l'appui de sa demande des échanges qu'il a pu avoir avec le titulaire, des échanges mail. Et dans ces échanges, on a pu constater que le titulaire reconnaissait lui-même la notoriété de l'appellation, l'AOC Muscadet, et qu'il déplorait en plus que la proposition d'achat formulée par le requérant était très loin de ses attentes. Est-ce qu'il s'est défendu, le titulaire de ce site qui a été cybersquatté? Alors non, pas du tout. On n'a pas reçu de réponse du titulaire à la demande du requérant. Donc le collège s'est appuyé uniquement sur le dossier déposé par le requérant et il a pu reconnaître, par ces éléments que je viens de vous citer, que le titulaire avait enregistré le nom de domaine en parfaite connaissance de l'existence de l'AOC et que l'enregistrement et l'utilisation qu'il en faisait allaient bien à l'encontre du texte que je vous ai cité tout à l'heure du Code de la consommation. Est-ce qu'on connaît le montant de l'offre d'achat proposée à Muscadet? Le titulaire, il me semble, avait proposé entre 5 000 et 6 000 euros à la Fédération, que, évidemment, la Fédération a refusé. Ouais, c'est donc la procédure des droits garantis par la loi qui a permis de protéger l'appellation Muscadet. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'appellation Muscadet n'est pas une marque. Donc, on n'a pas pu aller sur le deuxième fondement que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, n'étant pas une marque... C'est une appellation, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est un signe distinctif qui désigne finalement des produits qui répondent à des critères bien spécifiques. L'appellation Muscadet est réservée uniquement aux vins blancs, dont les étapes de production ont lieu dans une aire géographique précise, issue d'un cépage précis, etc., etc. Donc, comme ce n'est pas une marque, c'est uniquement sur le terrain de l'atteinte à des droits garantis par la loi que la Fédération a pu défendre son AOC. Quel a été le délai de la FNIC pour statuer sur ce cas? Alors, lorsque le requérant dépose sa demande Cirélie, la FNIC va d'abord vérifier si le dossier est complet. Complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le requérant a bien rempli son dossier, que les pièces communiquées sont exploitables, que le requérant a bien payé les frais de procédure. Et à partir du moment où le dossier est complet, la FNIC va ouvrir la procédure en la notifiant à toutes les parties, y compris le bureau d'enregistrement. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le compteur tourne, c'est-à-dire que la FNIC aura 2 mois maximum pour rendre sa décision. Ce délai est imposé par la loi. D'accord. Est-ce que le titulaire poursuivi doit payer une amende suite à la transmission du nom de domaine? Alors non, contrairement aux procédures judiciaires, la FNIC n'a pas le pouvoir d'établir de sanctions. Le rôle de la FNIC se limite à simplement ce qui est autorisé par la loi, à savoir d'accepter ou de refuser la demande de suppression ou de transmission du nom de domaine. Et du coup, est-ce qu'il est possible de lancer une procédure juridique en parallèle? Alors pas du tout. Le règlement Cirélie est précis sur ce point. Aucune demande ne peut être déposée s'il existe une procédure judiciaire en cours et en lien avec le nom de domaine. Par ailleurs, l'une ou l'autre des parties au litige doit informer la FNIC si, en cours de procédure, les parties ont saisi les instances judiciaires. D'accord. Une fin favorable donc pour le Muscadet. On peut continuer à consommer avec modération, mais tranquille. Parlons maintenant du cas de Total Energy. Cette super major a été victime à de nombreuses reprises d'usurpation d'identité. Une dizaine de noms de domaine ont déjà fait l'objet d'une procédure Cirélie, mais le nom de domaine qui a révélé l'importance de l'infraction est ts-energie au pluriel-france.fr. Un nom qui a été créé dans le même objectif que les précédents, c'est-à-dire tromper d'éventuels investisseurs de la filiale solaire de Total, avec la reprise du logo Total Energy et tout un système de fraude. L'auteur de l'infraction a donc réussi à faire signer de faux contrats jusqu'au jour où, heureusement, un investisseur s'en est aperçu. Une énorme escroquerie qui a coûté plus d'une dizaine de milliers d'euros à l'une des victimes. Alors Florian Duel, j'ai envie qu'on en parle de ce cas de litige impressionnant. Comment on peut le définir, ce cas? Est-ce que c'est un double cas de cybersquatting et d'usurpation d'identité en même temps?
Alors oui, là, ce cas est un tout en un. Total Energy est victime de ce qu'on appelle du typo-squatting / cyber-squatting. Ah, ils ont tout pris d'un coup, là. Alors là, c'est les deux. le package. Tout à fait. Donc, des enregistrements, on va dire, massifs de noms de domaine, aussi bien en .fr que sous diverses autres extensions. L'idée est que ces noms de domaine soient suffisamment proches des marques de la société Total Energy pour évidemment générer un risque de confusion dans l'esprit des internautes. Mais Total Energy est aussi victime d'usurpation d'identité dans le sens où le titulaire a utilisé les noms de domaine sous forme d'email en se faisant passer pour un salarié de Total. Donc, il utilise la dénomination Total, mais usurpe également l'identité d'un salarié de Total Energy. Ah, donc, tout a été en même temps. Il s'agit de spam, du coup, en l'occurrence. Alors, parfaitement, oui. Le titulaire a utilisé donc l'identité d'un salarié de Total Energy pour composer ses adresses mail. Imaginons que je travaille pour Total. Le titulaire aurait pu créer l'adresse mail florian.duel@ts-energy-france.fr. Ensuite, le titulaire envoie aléatoirement des mails très bien écrits, mais non désirés, évidemment, autrement dit des spams, en espérant pouvoir toucher de potentielles victimes. Comment ils se présentaient ces emails ? Est-ce que vous avez eu des copies ? Alors oui, tout à fait. Le requérant a fourni des copies des échanges qu'il a pu avoir avec le titulaire lorsqu'il a déposé sa demande Cirelli. Donc ce qu'on voit finalement, c'est que après avoir créé ces différentes adresses mail, le titulaire procède toujours de la même manière. Il conçoit un courriel de présentation donc des différentes solutions d'investissement Total Solar, avec une belle signature illustrée avec le logo Total Energy. Il compose également sa signature de l'adresse du siège social de Total Energy, son numéro sirène. Tout est vrai finalement dans la signature, à l'exception de l'adresse mail qu'il a composée et du numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a eu des échanges téléphoniques au-delà des mails ? J'imagine que pour devenir investisseur, on doit se parler à un moment donné aussi. C'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est que grâce aux échanges mail, on a compris qu'effectivement la victime avait eu des échanges téléphoniques avec l'auteur de l'infraction, donc le titulaire ou les personnes avec qui il travaille. Mais en fait, ce qui rend cette affaire impressionnante, c'est que le titulaire va se rendre disponible au téléphone pour répondre finalement aux interrogations des potentielles victimes qui pourraient potentiellement douter des spams reçus. Et il y a vraiment quelqu'un au bout du fil qui répond, et donc c'est une vraie offre. Tout est vrai finalement, tout paraît comme tel en tout cas. Tout à fait. Comment ils se sont rendus compte de l'escroquerie si tout paraît si vrai finalement ? Dans cette histoire, la victime a souhaité obtenir le remboursement de ses investissements. Donc, elle a demandé au titulaire, finalement, de bien vouloir rembourser. Et là, effectivement, elle s'est retrouvée sans réponse. Et donc, elle a eu la puce à l'oreille. Et donc, elle a pris attache directement avec le véritable requérant, donc la société Total Energy. Qui vous ont contacté ensuite, j'imagine, pour régler ce litige ? Alors, Total Energy n'a pas pris attache directement avec la FNIC. Elle connaît les procédures extrajudiciaires par cœur, les procédures judiciaires. Donc, finalement, elle était suffisamment armée pour connaître les actions à mener. Par contre, dans les pièces communiquées par le requérant, on a pu constater que Total Energy a déposé plainte contre X, a averti sur son site web des agissements frauduleux qu'elle subit. On voit même que ses salariés informent également sur leur propre réseau être également victimes d'usurpation d'identité. Donc, elle met tout en œuvre pour essayer d'informer le plus largement possible ses clients, fournisseurs, etc. Est-ce qu'il y a eu des arguments en particulier qui vous ont permis de résoudre le conflit, des choses très très concrètes ? Il y a tellement eu d'atteintes dans cette affaire. On peut citer l'atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant, l'atteinte au droit de la personnalité du requérant, l'usurpation d'identité d'un des salariés de l'entreprise, des infractions pénales en soutirant de l'argent à ses victimes. Oui, donc il y a eu beaucoup de choses qui vous ont permis d'arbitrer dans le sens de Total Energy dans ce cas-là. Exactement. Tout amène à conclure que le titulaire n'avait pas d'intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine et était évidemment de mauvaise foi. Ouais. Est-ce que la victime va pouvoir récupérer du coup les sommes qui ont été investies et perdues ? Alors c'est une bonne question, mais en tout cas ce qui est sûr, et vous l'aurez compris, ce n'est pas au travers des procédures de résolution de litige de la FNIC que la victime va pouvoir espérer récupérer ses sous. La difficulté des litiges en ligne, malheureusement, c'est d'identifier le réel auteur des faits. Et malheureusement, ces titulaires arrivent très souvent à brouiller les pistes, diminuant ainsi les chances de poursuivre les auteurs d'infractions finalement. Le mieux étant de consulter un avocat pour évaluer si oui ou non il est intéressant de poursuivre l'auteur de ces infractions. Comment éviter, Floriane, que d'autres spams avec des adresses frauduleuses circulent à nouveau ? Alors éviter à 100% sera malheureusement impossible. Le conseil qu'on peut donner, c'est de mettre en place finalement une surveillance quotidienne des noms de domaine récemment enregistrés, car ça va permettre finalement aux ayants droit d'agir rapidement et essayer de faire cesser le trouble. D'ailleurs, sachez que pour les noms de domaine en .fr, la FNIC publie quotidiennement sur son site les noms de domaine
domaine nouvellement créés. Merci beaucoup, Floriane Duel, pour ces 2 histoires que vous nous avez racontées, assez impressionnantes. Merci infiniment. Et oui, nous avons évoqué des cas de litige avec Muscadet, Total Energy, mais à la FNIC, on a aussi résolu des affaires avec la SNCF, Reban et bien d'autres entreprises. Les atteintes au nom de domaine, vous l'aurez compris, n'épargnent personne. Dès lors qu'un ayant droit estime qu'un nom de domaine en .fr lui porte atteinte d'une quelconque manière, il est donc possible de solliciter la FNIC qui l'orientera vers une démarche adaptée. L'association est là pour surveiller, recenser et lutter contre les abus sur les noms de domaine. Et vous savez maintenant tout ce qui se cache derrière le .fr. Soyez vigilants et protégez votre entreprise. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Derrière le .fr, le podcast qui vous dévoile les coulisses de l'Internet Made in France. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, à partager cet épisode et à découvrir les autres contenus sur afnic.fr. À très bientôt.